Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons Patrimoine. C'est maintenant au tour de Paul Merle de la financière de l'Échiquier. Bonsoir Paul. Bonsoir. Alors avant de vous présenter et de démarrer, je vais vous poser juste la même question que j'ai posée à David. Donc je ne sais pas comment vous avez géré votre fonds, si vous avez un peu réduit la position avant l'été, mais prenons même pas de position là-dessus. Qu'est-ce que vous faites? Allez, coup de téléphone à 6 heures du matin sur votre lieu de vacances. Les Russes sont rentrés en Ukraine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je gère des fonds de croissance. Donc, de toute façon, dans mon contrat, je dois m'exposer aux valeurs de croissance. Après, ça ne m'empêche pas, justement, j'en parlerai, on a plusieurs types d'entreprises de croissance dans nos portefeuilles, des entreprises de croissance cyclique, des entreprises de croissance visible et des entreprises d'ultra-croissance. Et s'il y a un vrai choc exogène, comme celui dont vous venez de parler, clairement, on va réduire plutôt notre exposition sur l'ultra-croissance parce que c'est des valeurs qui sont avec des taux de croissance attendus supérieurs à 10% et donc qui sont souvent très chers. Et donc, il y a une chance que les valeurs qui ont une valorisation élevée soient celles qui soient les plus attaquées. Et donc, dans ces cas-là, on réduirait sûrement notre exposition sur l'ultra-croissance. Et puis, en général, on est plutôt exposé quasiment à 100% sur le portefeuille. Peut-être qu'on mettrait un peu de cash, mais c'est pareil, ce n'est pas forcément dans le contrat du fonds de jouer sur l'allocation, parce que nous, on n'est pas des allocataires, on gère un fonds exposé sur la croissance. Donc, on réduirait sûrement légèrement, on augmenterait un peu notre positionnement en cash et surtout, on réduirait notre exposition aux valeurs de croissance qui sont les plus exposées au cycle et à l'ultra-croissance parce qu'elles sont plus chères. Et donc, on augmenterait celles de croissance visible. Parfait, merci. Alors, la financière de l'Échiquier, petite, ce fut une petite société de gestion qui a grandi avec les conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Dans les années 2000, c'était vraiment la pépite des conseillers en gestion de patrimoine. Petit à petit, elle s'est développée avec un fonds phare qui était le fonds Agressor, qui ensuite a perdu un peu de son lustre. Elle a muté vers d'autres fonds, une autre manière de voir les choses. Puis, la vie des affaires étant ce qu'elle est, son dirigeant fondateur l'a quitté, c'est Primonial qui a repris un peu le dessus, qui a rajouté des fonds, rajeuni l'équipe, restructuré l'équipe. Et on arrive maintenant, vous venez nous voir pour nous en parler et nous décrire un petit peu le présent de cette société. Et après, on parlera plus spécifiquement d'un fonds que vous gérez. D'accord. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est une boutique, mais qui gère quand même 13 milliards d'euros d'encours. Donc, c'est plus une petite boutique. Ça reste une gestion de conviction. Donc, vous avez parlé, c'est vrai qu'à l'époque de Didier Ménestrel, mais ça reste une gestion de conviction comme depuis les 30 ans de son existence. C'est une gestion qui a été créée en 1991, avec une méthode de gestion qui est fondée vraiment sur la connaissance approfondie des entreprises. Et ça, pareil, ça n'a pas changé. On rencontre régulièrement les managements des entreprises et ça nous permet finalement de ne pas être totalement aveuglés par ce que peuvent dire nos intermédiaires de marché. Donc, tout est fait en interne. On essaie d'avoir une vraie connaissance des entreprises. Tout est fait en interne et ça reste quand même assez entrepreneurial. On est aujourd'hui 135 collaborateurs, une équipe de gestion de 35 experts. Mais c'est vrai que la gamme de fonds s'est développée. Aujourd'hui, et moi, je gère plutôt des fonds croissance et en plus avec un profil d'investissement socialement responsable, donc avec la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et depuis de nombreuses années, la financière de l'Échiquier est impliquée dans la gestion responsable, mais c'est vraiment une tendance de plus en plus d'intégrer de plus en plus dans la gestion ces critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et ça aussi, ça fait partie finalement de l'ADN de la financière de l'Échiquier. Au début, il y avait un vrai prisme sur la gouvernance. Donc finalement, à la financière de l'Échiquier, il y a 30 ans, on faisait déjà finalement de l'ISR. Je ne dis pas sans le savoir parce que ce serait un peu réducteur, mais avec un vrai axe sur la gouvernance. Et aujourd'hui, on intègre de plus en plus ces critères sociaux et environnementaux, mais on reste aussi très regardant sur comment les entreprises sont gérées, quelle est la qualité du management, le track record, s'il y a des contre-pouvoirs. Et finalement, on était presque pionnier sur l'investissement socialement responsable parce que parmi les premiers, la financière d'Échiquier et la société de gestion, qui a vraiment axé son analyse sur les critères de gouvernance et sur l'existence finalement de contre-pouvoirs et d'un équilibre au sein du management des entreprises. Parce que finalement, quand on investit sur une entreprise de value ou des entreprises de croissance, finalement, ce qui va faire la réalisation d'une performance financière, c'est la qualité du management. Et ça se veut aussi sur les critères environnementaux et sociaux. Une entreprise, si tout se décide au plus haut niveau,
par exemple finalement des objectifs de réduction des émissions de CO2 ou un dialogue social efficace, bah, c'est pareil, ça c'est des choses qui se décident au plus haut niveau du management, sauf si c'est de la communication. Mais c'est justement ça qu'on va essayer de regarder. Et ça, finalement, c'est un peu dans l'ADN de la financière d'échiquier, c'est d'avoir une vraie connaissance en interne des entreprises et finalement avoir aussi un prisme très important sur les critères de gouvernance. D'accord. Et au niveau de ces critères de gouvernance, donc ça, c'est des choses qui sont assez simples. On regarde une gouvernance, comment elle est, on a des critères de comparaison, on l'analyse et ensuite on va lui donner une note. Mais dans l'ISG, il n'y a pas que la gouvernance aussi. Non, Il bien y a, sûr. il y a cet impact carbone, de regarder un petit peu les choses. Et est-ce que là, on a vraiment toutes les données? Parce que c'est assez facile de dire, OK, Total pollue, mais ensuite, quand on regarde les géants du cloud et qu'on voit que le cloud participe au réchauffement de la planète, que les gens qui envoient des mails sans arrêt, le stockage de mails, contribue à l'extension du cloud qui lui-même contribue au réchauffement de la planète. Comment est-ce qu'on arrive à analyser ça? Déjà, est-ce qu'un gérant, alors ne le prenez pas mal, mais est-ce qu'un gérant, un simple gérant d'une société moyenne de gestion française peut avoir toutes les clés et tous les outils pour bien comprendre et se faire sa propre opinion, ou il est obligé de suivre l'opinion dominante? Non, non, justement, je pense qu'à la financière de l'échiquier, on a des experts. Nous, on est une équipe qui gère justement des fonds à impact, c'est-à-dire qu'on veut avoir, au-delà de sélectionner des entreprises qui ont plutôt des bonnes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, on veut également, dans certains de nos fonds, avoir un impact positif, c'est-à-dire d'avoir des entreprises qui offrent des produits et services qui contribuent sur, par exemple, des aspects de la santé, l'éducation, la transition énergétique, etc. Et donc, on a une équipe de gestion de 4 personnes experte sur ces sujets-là. Moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille sur l'ISR. Donc, je pense avoir acquis une certaine expérience sur l'analyse des entreprises d'un point de vue justement ESG. Et puis, en plus, on est aidé. Il y a une équipe qui est dédiée à la financière de l'échiquier sur ces problématiques d'investissement responsable, qui finalement et son travail au quotidien, c'est de réfléchir, d'analyser, d'étudier finalement les enjeux propres qui peuvent être différents en fonction des secteurs, de nous aider dans le suivi des entreprises sur les aspects ESG justement. Et donc, à la financière de l'échiquier, on a 8 personnes qui travaillent quotidiennement sur ces enjeux-là. Donc, on a les moyens. Et puis surtout, en fait, la financière de l'échiquier, c'est aussi une entreprise, une société de gestion de conviction. Et donc, par exemple, le fonds dont je vais vous parler, Échiquier Major, c'est un fonds qui a 33 lignes en portefeuille. Donc, c'est un fonds très concentré sur les 33 positions qu'on a en portefeuille. On rencontre régulièrement l'entreprise au minimum tous les trimestres sur les aspects financiers, évidemment, dès qu'il y a une publication de résultats et même au fil de l'eau. Mais sur les aspects ESG, on la rencontre au moins tous les 2 ans, voire une fois par an. Et on a des entretiens avec ces entreprises sur les aspects, pas seulement de gouvernance, mais sur les aspects sociaux et environnementaux. Et on a accès à un certain nombre de données. Puis vous avez aussi une évolution réglementaire avec la loi Grenelle. Alors ça s'applique à la France, mais finalement, d'autres pays ont pris aussi ce genre d'initiative. La loi Grenelle oblige les entreprises françaises à communiquer un certain nombre, pas seulement de moyens, mais de données environnementales, sociales et de gouvernance, qui nous permet justement de comparer les entreprises entre elles sur des résultats, sur des données brutes. Et puis après, il y a aussi sur tout ce qu'elles annoncent. Donc oui, oui, on a les moyens à la financière de l'échiquier d'évaluer en tout cas les entreprises qui sont dans nos watchlists, donc finalement dans notre univers d'investissement théorique. Là, on a la capacité d'analyser et puis on a également des sociétés, des sociétés spécialisées qui se sont développées et qu'on utilise et qui nous fournissent également des données, que ce soit sur l'intensité carbone, mais sur beaucoup d'autres aspects. Et donc, on a accès à des fournisseurs de données spécialisés qui se sont développés énormément ces 10 dernières années parce que l'ESG est quelque chose qui est en croissance significative. Il suffit de voir les encours des fonds ESG ces dernières années. Le Covid a encore renforcé également cet appétit des investisseurs pour la prise en compte de ces critères. Donc, c'est quelque chose qui est en forte évolution. Alors, évidemment, parfois, il y a des trous dans la raquette. Il y a certaines entreprises, si vous allez dans les pays émergents sur des entreprises de capitalisation plus petites, là, évidemment, c'est très difficile d'obtenir des données sociales ou environnementales. Mais dans notre univers, finalement, dans notre univers de jeu aujourd'hui, et sur le fonds majeur, c'est quand même les grandes capitalisations européennes. Honnêtement, il y a vraiment la capacité de faire un scoring et de noter les entreprises en elles en fonction de leurs propres enjeux et de leur enjeu sectoriel. OK. Alors, 33 lignes pour Échiquier Major, le fonds dont Oui. on va parler. Avant de commencer de parler d'Échiquier Major, c'est qui la première ligne? Quelle société?
La première capitalisation que C'est vous Novo avez. Nordisk. Novo Nordisk. Novo Nordisk est une entreprise donc, que nous, on appelle de croissance visible, qui a entre 5 et 10 de croissance du chiffre d'affaires récurrent, qui est leader sur la production d'insuline, donc tout ce qui est lié au diabète, et qui est clairement une tendance long terme, puisque avec le vieillissement de la population, mais également les problématiques d'obésité, il y a de plus en plus de personnes qui sont diabétiques. Et donc, c'est une entreprise qui adresse un marché en forte croissance et qui donc bien sûr, elle est chère, mais aujourd'hui, c'est un poids sur lequel on est très, très à l'aise, en plus qu'il y a des bonnes pratiques ESG. Et donc, c'est une entreprise qui est le premier poids en portefeuille. Le deuxième poids, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être ASML, donc entreprise néerlandaise qui est le leader sur les systèmes lithographiques. Donc, c'est les machines qui permettent de créer les circuits intégrés pour tout ce qui est industrie des semi-conducteurs. Donc là, pour le coup, c'est une entreprise de croissance, d'ultra croissance, puisque elle fait plus de 10% du chiffre d'affaires par an, qui finalement, elle répond à la loi de Moore pour les semi-conducteurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on attend, notamment dans tout ce qui est digitalisation informatique, des puces qui sont à la fois plus petites, plus efficaces et moins énergivores. Et SML, finalement, a acquis une position de leader et a un quasi-monopole aujourd'hui sur la production des systèmes lithographiques, parce qu'elle a finalement celle qui est la plus innovante et qui répond le mieux à ces problématiques. D'accord. Alors, depuis le début de l'année, quelle est la performance du fonds? Alors, depuis le début de l'année, le fonds, alors à fin mai, le fonds, il faisait plus 8% contre un indice de référence à plus 13%. Donc, c'est un fonds qui, comme j'ai dit, c'est un fonds de croissance. Donc, il a été impacté depuis le début de l'année par la rotation factorielle. Donc, c'est un fonds qui, par construction, n'a pas de banque parce que les banques ne répondent pas qualité et ESG, mais il n'y a pas de banque qui aujourd'hui nous offre plus de 5% de croissance par an. Donc, on est absent des banques, on est absent du secteur de l'énergie. Dans notre process ESG, il y a un filtre lié aux pratiques ESG, mais il y a aussi un filtre sur des secteurs controversés, type le tabac, les jeux d'argent, mais également les énergies fossiles. Et on est totalement absent du secteur de l'énergie. Et donc, c'est notamment deux secteurs value qui ont plutôt bien performé depuis le début de l'année, alors que les valeurs de croissance ont un peu souffert. C'est un fonds qui est surpondéré sur la technologie. Évidemment, dans le secteur technologique, on a beaucoup de valeurs de croissance. C'est un fonds qui est surpondéré sur la santé, qui est plutôt un secteur défensif, mais qui a également pas mal souffert dans la rotation factorielle. Mais depuis un mois, on voit que finalement, la rotation, enfin nous, c'est notre sentiment, peut-être qu'on se trompe, mais que cette rotation factorielle qui favorise la value au détriment de la croissance est en train de se calmer. Et d'ailleurs, le fonds, il a récupéré sur le mois de juin 1% de performance par rapport à son indice de référence. Et si on regarde en plus sur longue période, le fonds est en très forte surperformance parce que la croissance est une thématique qui a été fortement contributeur de performance ces dernières années. Même l'année dernière, le fonds il a fait plus 7 contre un indice en recul de moins 3. Il a très bien résisté pendant la période jusqu'à mi-mars avec la crise du Covid et il a bien capté la reprise sur le reste de l'année. Mais c'est vrai que depuis le début de l'année, en relatif, il est en sous-performance, mais il reste quand même en absolu à plus 8. Et aujourd'hui, on doit être avec la bonne performance du mois de juin, on doit même être à plus 12 versus plus 16, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Et dans votre manière de gérer, dans le règlement du fonds, dans les règles que vous vous imposez, il vous est totalement interdit de faire un écart, d'aller chercher un peu de banque, d'aller chercher un peu de cyclique quand vous sentez un mouvement venir? Ou vous Alors, avez non, droit à une petite marge? alors on a trois poches dans le portefeuille. On a de la croissance visible, l'ultra-croissance, donc ASML par exemple, mais on a de la croissance cyclique. Donc, c'est des entreprises qui ont plus de 5% de croissance du chiffre d'affaires, mais sur un cycle. Donc, elles peuvent avoir finalement des évolutions en dessous de 5 ou au-dessus de 5. Et donc, par exemple, dans le portefeuille, on a une entreprise comme Michelin qui est assez résiliente et parce que justement, il y a 80% du chiffre d'affaires qui est sur la seconde montre, donc les pneus de remplacement. Et donc, quand on a senti en début d'année qu'il y avait cette rotation factorielle qui favorisait la value ou les entreprises cycliques qui émergeaient, on a fortement justement augmenté notre poids
dans les valeurs cycliques, où on a quand même des financières. On n'a pas de banque, mais on a quand même des financières. On a du London Stock Exchange, on a du Partners Group. Donc, on a augmenté le poids de nos financières qui peuvent être finalement avoir une corrélation assez proche des entreprises value, notamment les banques. On a augmenté notre poche cyclique. On a introduit en portefeuille des entreprises de croissance cyclique comme Stora Enso, qui est une entreprise qui fait du papier et donc qui a une entreprise qui est impactée par le cycle, mais qui a donc, on pensait, enfin, on était assez confiant dans le fait que c'est une entreprise qui allait bien résister dans cette rotation. On a également introduit en portefeuille Assa Abloy, qui est une entreprise suédoise leader dans les portes et qui est une entreprise cyclique, mais qui en plus est un call et un pari sur la réouverture de l'économie parce que c'est une entreprise qui est très exposée à tout ce qui est construction non résidentielle, donc les bureaux, les hôtels notamment. Et donc, on fait le pari que cette entreprise, finalement, avec la réouverture des économies, elle aura une croissance qui va accélérer. Donc, on peut quand même jouer sur nos différents profils de croissance entre ultra-croissance, croissance cyclique et croissance visible. Et donc, clairement, on a des marges de manœuvre et on a fortement augmenté notre croissance cyclique puisque je pense qu'au début de l'année, on devait être à 20% de croissance cyclique et on est monté à 30%. Donc, on a fait quand même des arbitrages assez importants pour entre guillemets, finalement réduire notre exposition et notre sous-performance théorique si la value surperformait. D'accord. OK. Alors, une dernière question. Donc, vous allez vers l'été avec très peu de cash parce que c'est la nature du fonds. Et quand bien même vous penseriez qu'il vaut mieux se protéger ou que l'été risque d'être chaud, vous ne diminueriez pas ça? Non. Et en fait, ce qu'on fait, alors, pour l'instant, ce qu'on pense, c'est que, comme je vous disais, on pense que la rotation factorielle, en tout cas, on pense que la croissance va reprendre du poil de la bête et on a plutôt raison depuis un mois parce que finalement, c'est ce qui est arrivé. Et notamment, comme je disais, on est surpondéré sur les entreprises de santé. On a du AstraZeneca, du Novo Nordisk notamment, du Straumann et ces entreprises qui avaient publié des très bons résultats au premier trimestre, donc en mars, avril, mai, et qui pourtant n'ont pas monté significativement alors qu'elles annonçaient des résultats parfois 10 à 20% supérieurs à ce que le marché attendait. Et ces entreprises-là, on a plutôt, suite à leurs résultats, réaugmenté notre poids dans ces entreprises-là. Ce sont plutôt des entreprises soit d'ultra-croissance, soit de croissance visible, parce qu'on pense que la rotation favorable à la value est en train de s'arrêter. Et donc, on pense que la croissance va reprendre du poil de la bête. Et donc, on a augmenté finalement cette exposition sur la santé. Et pour l'instant, ça nous donne plutôt raison sur un mois. Alors évidemment, peut-être on verra à la fin de l'année si on avait raison. Mais on est plutôt confiant sur le fait que cette rotation est en train de se stabiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, les taux d'intérêt sont en train de se stabiliser. Alors oui, il y a des pressions inflationnistes, mais finalement, on voit que les taux restent aujourd'hui entre 1,50. Ils n'arrivent pas à passer durablement les 1,60. Et dans ces cas-là, finalement, les taux à 1,60, c'est pas non plus si élevé que ça. Il y a des pressions inflationnistes, mais justement, ce qu'on cherche dans notre portefeuille, c'est des entreprises, comme je disais, de qualité, de croissance. Mais pourquoi de qualité? Dans la qualité, ce qu'on regarde, c'est le pricing power. Et donc, un Assa Abloy, par exemple, ou un Michelin, c'est des entreprises qui ont un fort pricing power, c'est-à-dire qu'ils ont une forte capacité à finalement répercuter dans leur prix les hausses du prix des matières premières ou l'inflation. Et donc, on est assez confiant dans le fait que les entreprises qu'on a sélectionnées ont été capables ou vont être capables, dans cette période où il y a une vraie augmentation des prix des matières premières, de le répercuter à leurs clients et donc finalement de conserver des niveaux de marge opérationnels assez bons et donc de délivrer une bonne performance. Donc, on est vraiment confiant sur l'été. Alors, évidemment, comme votre première question, c'était s'il y avait un choc exogène très important, là, évidemment, on se poserait des questions. Mais dans un marché qui resterait comme aujourd'hui, avec finalement des messages, même si le message s'est un peu durci de la Banque centrale américaine, mais on voit qu'ils considèrent que les pressions inflationnistes sont transitoires. Enfin, ce côté transitoire, il y a des langages très utilisés. On reste assez confiant sur le fait que finalement la croissance va reprendre du poil à bête et que les entreprises qu'on a en portefeuille qui ont des vraies perspectives de croissance, du chiffre d'affaires, mais également des marges, finalement, c'est un très bon positionnement à long terme. Et donc, on est assez confiant. Merci beaucoup, Paul, pour ce je vous en partage prie, avec grand plaisir. On vous souhaite de bonnes vacances. On espère que Merci les Russes beaucoup. ne rentreront pas en Ukraine pendant ce mois d'août. On et espère on vous aussi. dit à la rentrée pour la saison prochaine pour une nouvelle intervention. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. C'est maintenant au tour de notre notaire préféré, Maître Antoine Ravel d'Esclapon. Bonsoir. Bonjour à tous. Bonjour, cher Bernard.
Alors, la société civile. Allez, c'est votre préféré, la société civile, dites-nous-le. Ah, vous savez me parler. Vous êtes comme les femmes, c'est bien. Ouais, celle-là, quand vous l'avez rencontrée, vous n'avez plus jamais voulu la quitter. Exactement. Alors, c'est si intéressant que ça, une société civile? Oui, c'est un très bel outil patrimonial. C'est une enveloppe qu'on va pouvoir organiser complètement sur mesure par rapport aux besoins du client. C'est son immense souplesse, plasticité qui en fait un outil patrimonial indispensable dans la boîte à outils. Là encore, sans dogmatisme, hein, ça ne remplace pas une bonne assurance vie, par exemple, par ailleurs. Hein. Et c'est Maël et Julien qui vont vous poser les questions suivantes. Ouais, bonne soirée. Donc, c'est vrai que la société civile, nous également, on l'utilise beaucoup dans notre métier d'assureur. C'est une société de personnes sans autre statut juridique. Et donc, elles ont le caractère civil. Toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature ou de leur objet. Je vous ai mis une belle introduction pour vous ouvrir la voie pour développer tout ça. Ah ouais. Donc, Maître Antoine Ravel d'Esclapon, vous allez nous expliquer pourquoi constituer une société civile. C'est la question qu'on se pose. Alors, c'est la question clé, évidemment. La première, c'est de se poser très simplement la question, est-ce que ma situation actuelle est satisfaisante? Est-ce que, par exemple, en cas de décès, les règles applicables sur un plan civil, sur un plan fiscal, me conviennent? Si je suis dans un monde idyllique, paradisiaque, ne changez rien, vivez heureux. Si à l'inverse, vous me dites, mais vous m'avez calculé la fiscalité successorale, c'est confiscatoire, moi je n'ai pas sacrifié mon patrimoine pendant des décennies pour que tout parte en impôts. Si vous me dites, mais mon épouse sera très mal protégée, si vous me dites, mais moi je ne veux pas entendre parler d'indivision entre les enfants, si la situation par défaut ne vous convient pas, alors vous pourrez réfléchir à l'intérêt de la société civile. Pour distinguer, de manière assez classique, je dis c'est un formidable outil de détention pour surmonter les difficultés, les limites de l'indivision et du régime matrimonial. Deuxièmement, c'est un outil de détention du patrimoine, mais aussi sur le plan de la gestion, parce que je ne veux pas entendre parler, par exemple, du juge des tutelles. Troisième intérêt, c'est un outil de transmission, parce que je ne veux pas avoir les règles successorales de droit commun. Et quatrième intérêt, c'est un outil de défiscalisation. C'est que la fiscalité par défaut ne me convient pas, je veux bénéficier de ma propre fiscalité. Mais quelle est, Maître, la différence avec une société civile immobilière? C'est vrai qu'on parle beaucoup de nos clients ont des sociétés civiles, et en France, la société civile immobilière, on la retrouve beaucoup dans les différents audits patrimoniaux que l'on fait de nos clients. Quelle est cette différence pour vous? Alors, vous avez parfaitement raison. Le Code civil ne parle que des sociétés civiles. C'est la catégorie générique. Et la pratique, c'est approprier la société civile pour la décliner selon des besoins divers et variés. Et quand on investit dans l'immobilier, on va se dire on va faire une société civile immobilière. Ça veut dire que son objet est limité à l'immobilier. Si je veux faire du financier, parce que j'ai écouté les bons conseils sur la French Radio, alors je suis enthousiaste à l'idée de profiter de l'embellie sur les marchés financiers, je constitue une société civile de portefeuille. J'ai entendu parler de la holding, c'est un mot anglais. Alors un mot anglais, je vais devenir riche, en tout cas je le pense. Bon, je crée une société civile de holding. Je peux créer aussi une société civile professionnelle. Vous allez voir votre médecin, il est peut-être en SCP, société civile professionnelle. Donc, on voit qu'il y a toutes sortes de déclinaisons. Alors, pourquoi une société civile? Mais tout simplement parce que vous offrez à votre client le maximum de choix. Exemple, je veux investir dans l'immobilier. Je crée une société civile immobilière. 5 ans plus tard, je me dis, oh là là, l'immobilier, ce n'est pas une bonne idée. J'approche de la retraite, je veux plutôt du financier, je voudrais plutôt du financier et du portefeuille. Ah, mais mes statuts ne sont pas adaptés. Si à l'inverse, j'ai écouté les bons conseils de la French Radio et j'ai une société civile dans laquelle je peux faire de l'immobilier et du portefeuille, que j'ai eu l'intelligence d'ouvrir par exemple un contrat de capitalisation dans ma société,
Alors, 5 ans plus tard, je vends mon bien immobilier, 1 million, et je peux le réinvestir sur du financier. Juridiquement, j'ai le droit. Mais mieux encore, quand vous avez compris qu'un contrat de capitalisation a une fiscalité qui est fonction de la date d'ouverture, peu importe les montants placés, alors je vais avoir un avantage extraordinaire puisque je vais le placer 4-5 ans après et avoir une fiscalité très favorable. Je réinvestis 1 million d'immobilier dans mon contrat de capitalisation. Je bénéficie d'une fiscalité très favorable à l'impôt sur le revenu, alors même que je n'ai ouvert mon contrat de capitalisation qu'avec 100 000 euros à l'origine. Vous voyez, le but, c'est vraiment de s'adapter aux besoins du client et d'être une enveloppe. On appelle ça vraiment une enveloppe, comme on parle de l'assurance vie comme une enveloppe, ou le contrat de capitalisation est lui-même une enveloppe, qui va s'adapter aux besoins du client, lesquels vont évoluer, évidemment, tout au long de la vie. Moi, j'ai souvent tendance à dire que l'assurance vie, il y a 2 périodes, la vie et le décès. Et alors justement, en ce qui concerne la société civile, comment puis-je m'en servir pour protéger mon conjoint? Comment protéger ma famille? Comment préparer ma succession en intégrant par exemple les enfants dans la société? On en entend souvent parler, ça te donner une part à chacun de ses enfants. Quid du démembrement des parts? Donc là, c'est plus sur la transmission, on est plus sur cet aspect transmission. Alors, vous avez parfaitement raison, la société civile est un formidable outil de transmission. Encore faut-il bien l'utiliser, bien la gérer. L'idée est la suivante, je vais mettre encapsulé soit par acquisition, soit par rapport des biens dans ma société civile. Ensuite, je vais travailler les statuts en fonction des besoins du client et souvent concentrer les pouvoirs, la gouvernance au niveau de la gérance. Ce qui fait qu'officiellement, je vais pouvoir transmettre les parts aux enfants. Ils vont avoir la nue propriété des parts, puisque je le rappelle, nous avons ce principe très favorable, nous sommes au Portugal comme en France sur un principe de droit latin. Donc, l'usufruit est à conserver pour les parents, la nue propriété pour les enfants. Et nous avons un cadeau fiscal, c'est que l'usufruit, quand il est réservé dans la donation, n'est pas fiscalisé au moment du décès. Dit autrement, j'ai un bien qui vaut 1 million, je le mets en société civile, j'ai une décote pour illiquidité, donc déjà, il ne vaut même plus 1 million fiscalement, il vaut toujours 1 million civilement. Et je vais pouvoir dire, je vais garder l'usufruit pour moi, je vais transmettre la nue propriété à mes charmants enfants. Ne transmettez à vos enfants que la nue propriété. Parce que si vous transmettez la pleine propriété, ils ont accès aux revenus. Donc, à mon avis, c'est plus intéressant d'être vraiment usufruit nue propriété, de concentrer la gouvernance sur le conjoint survivant pour qu'il reste le boss, le patron incontesté. Ce qui veut dire que, par exemple, en cas de décès, les enfants, je crains qu'ils m'enquiquinent et empêchent mon conjoint de décider ce qu'elle souhaite décider, eh bien là, c'est merveilleux. Grâce à la société civile, mon épouse va être la patronne et elle va pouvoir décider comme bon lui semble, par exemple, de vendre un bien et d'en racheter un autre au nom de la société, sans léser économiquement les enfants, mais en ayant juridiquement la plénitude des pouvoirs. Donc vous le voyez, c'est un outil très intéressant. Moi, je recommande de créer une société seulement entre parents, puis de procéder à une donation-partage avec beaucoup de clauses de verrouillage. Mes enfants, aujourd'hui, sont charmants. Demain, ils se marient avec un junkie. Ils ont besoin de beaucoup d'argent pour se droguer. Ça ne me plaît pas du tout. Heureusement, j'ai des clauses de verrouillage dans la donation-partage. Heureusement, c'est une donation-partage, donc avec l'exonération du droit de partage à 2,5. Heureusement, il n'y a pas de rapport successoral. Je garde tout le contrôle, tout le pouvoir. Et à mon décès, mon épouse a tous les pouvoirs, tous les revenus bien sûr. Et au décès de mon épouse, comme vous l'avez dit, c'est successivement dans le temps. Les enfants sont donc régis par des règles de majorité. On n'est pas dans un grand pugilat, on n'est pas dans le blocage de l'indivision. On a des règles de majorité et dans lesquelles ils vont pouvoir recevoir le patrimoine dans une parfaite égalité successorale puisqu'ils ont le même nombre de parts d'une société qui a le même patrimoine. C'est très clair. Autre montage qu'on voit souvent aussi auprès de notre clientèle fortunée, c'est la fameuse vente à soi-même. J'ai un bien immobilier, je le vends à une société civile que j'ai créée ad hoc avec mes enfants.
le but, c'est de faire de la dette à des taux particulièrement avantageux aujourd'hui pour avoir des intérêts d'emprunt déductibles. Et puis, pourquoi pas, pour équilibrer mon patrimoine en recevant le produit de cession, donc conserver le bien, vendre le bien sans le vendre véritablement, même si c'est très impropre juridiquement. Qu'est-ce que vous pensez, vous, cher maître, de ce montage? Alors, cher monsieur, j'y suis assez favorable. On le rencontre régulièrement dans les dossiers. Moi, schématiquement, j'accompagne énormément de conseillers en gestion de patrimoine. Je suis un des rares notaires docteurs en droit, donc il y a ce côté mécano m'excite terriblement. C'est une très belle mécanique. On peut la compléter avec quelques perfectionnements. Par exemple, placer les capitaux en assurance vie, dont on sait que la fiscalité avant les 70 ans est très favorable. Deuxièmement, les parents ont l'immense avantage, si le banquier vous dit « Ah, mais moi je finance qu'à hauteur de 80% de la valeur de l'immobilier », les parents disent « Les 20% restants, on les apporte à la société ». Très intéressant. Et troisième élément, et on pourra le développer, souvent c'est des sociétés qu'on met à l'impôt sur les sociétés, qui est un impôt qui peut apparaître comme plus avantageux que la fiscalité jusqu'à maintenant. Oui, c'est un montage très intéressant, à bien des égards sur le plan fiscal, mais là encore, pour éviter l'abus de droit, il doit être justifié sur le plan civil et les statuts particulièrement soignés. Je vous donne quelques exemples. Je rappelle que par défaut, dans une société civile, lorsqu'il y a un démembrement de parts, usufruit, nue propriété, tous les pouvoirs se trouvent concentrés sur la tête du nu propriétaire. Donc les parents qui ont créé une société avec le notaire de quartier, avec des statuts trouvés sur Internet, etc., eh bien, ils s'aperçoivent terriblement qu'ils ont perdu tous les pouvoirs. Ils ont perdu le contrôle dans leur propre société. Mais heureusement, le Code civil permet toujours de déroger et de dire si vous avez bien rédigé les statuts, mais vous pouvez déroger et faire en sorte que les pouvoirs soient au contraire concentrés sur la tête des usufruitiers, qui doivent se comporter en patron de la société à bien des égards. Donc oui, un schéma pertinent, là encore, qui demande beaucoup de finesse de rédaction civile pour ne pas être requalifié à travers les gros cadeaux fiscaux qui vont résulter de votre schéma. Donc, si je comprends bien, maître, la société civile dans la gestion de patrimoine, au-delà du support qui peut amener à de la défiscalisation, comme vous l'avez évoqué en introduction, indispensable. Alors, c'est quasi indispensable. C'est quasi indispensable, a fortiori sur des gros patrimoines, puisque après, on va avoir la séduction de l'impôt sur les sociétés. Il y a énormément d'avantages. A fortiori pour les entrepreneurs, il y a des très jolies solutions pour que ce soit la société d'exploitation qui acquiert de l'usufruit, du foncier, et puis que ce soit en nue propriété la société civile. Pour les familles recomposées aussi, c'est très sympa. Oui, c'est un très bel outil, à condition, vous l'avez dit d'emblée, que ça soit particulièrement bien configuré et sur mesure par rapport aux besoins du client. Je trouve qu'il y a plein d'avantages et donc ça mériterait une autre émission, Bernard. Donc je pense que la saison prochaine… il faut en parler. Il faut en parler au niveau du boss, non pas de la société, mais de l'émission. De toute façon, Antoine, il est prêt à venir tous les 15 jours pour parler de la société civile. N'est-ce pas, Antoine? Ah bah oui, tous les jours, je vais parler de la société. En tout cas, merci beaucoup, Antoine, pour ce avec grand plaisir, et puis à bientôt à tous. Très bel été. On va vous souhaiter de bonnes vacances, un bel été, et on se reverra pour notre deuxième saison en septembre. Bonne soirée, à très vite. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Et c'est maintenant au tour de Benoît Barbier des Champagnes Barbier Rose. Bonjour à tous. Bonsoir Benoît. Des Champagnes Barbier, effectivement au pluriel parce que je commercialise deux marques, Barbier Rose, que vous connaissez, Bernard, et Landragin et Barbier, que j'ai mis derrière moi. Voilà. Super, c'est super. Alors déjà, pour nos auditeurs, comme c'était notre dernière séance notre dernière émission de la saison, on s'est dit on va la terminer en beauté, à la française, avec du champagne comme il se doit. Et donc, Benoît nous avait gentiment accompagnés pour notre grande soirée avec son champagne. Ça nous a paru naturel de lui dire venez nous accompagner pour la dernière émission. Alors, moi, j'ai une première question sur le champagne. Allez, on est français, on est chauvin. Déjà, du vrai champagne, comme ça vient de Champagne,
il y en a que chez nous et il y en a qu'en France. Le monde entier nous copie, puisque partout il y a des copies, même pas que le monde entier, les régions françaises aussi, puisqu'il y a tous ces créments avec des méthodes champenoises et des choses comme ça. Est-ce que parmi tout ce qui ressemble au champagne, il y a quelque chose qui s'en rapproche, ou il y a quelque chose où vous vous dites, ça c'est du beau boulot? Alors, en fait, ça s'en rapproche techniquement, bien évidemment, parce que tous les mousseux, enfin, la plupart des mousseux suivent la méthode qu'on appelle la méthode traditionnelle, qui consiste donc en deux fermentations, la première en cuve et la deuxième en bouteille. Maintenant, aucun ou très peu, enfin, il y a véritablement une typicité des mousseux provenant de la région champenoise, qu'on appelle donc des champagnes. J'ai assisté il n'y a pas très longtemps à un webinaire organisé par l'Université de Reims qui parlait de réchauffement climatique, et justement, ça a été mis en avant. L'une des raisons pour laquelle le mousseux venant de Champagne est tellement particulier, c'est qu'il est aujourd'hui dans la marge limite climatique de la vigne. C'est-à-dire que c'est le vignoble le plus septentrional en France, et c'est ce qui explique, cumulé avec le sous-sol, la typicité du goût. Il y a eu des études faites auprès des sommeliers de grands restaurants et des spécialistes. Pratiquement dans 70% des cas, de façon statistique, la typicité du champagne est reconnue. C'est-à-dire que les autres mousseux ne ressemblent pas du champagne. D'accord. Personne. C'est-à-dire qu'un œnologue va tout de suite remarquer. On ne peut pas le piéger. La réponse est à 70% vraie. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas. Il y a toujours des possibilités de confusion. D'ailleurs, il existe de très très bons mousseux portugais qui font des efforts très techniques pour ressembler au champagne, et il y en a qui y arrivent très bien. Mais en-delà, disons, de quelques cuvées parmi quelques producteurs portugais, par exemple, qui arriveraient à faire cet exploit, eh bien, on peut dire que les mousseux de la région, par exemple, de Tavora Barossa, dans le nord du Portugal, les autres mousseux, d'une façon générale, de cette région, ne ressembleront pas au champagne, et de façon évidente. D'accord. Alors, sur le champagne, on va voir son aspect patrimonial. Donc, j'ai relevé 3 aspects patrimoniaux du champagne. D'abord, le premier, c'est la vigne. Parce que pour produire du champagne, il faut posséder de la vigne. Bon, la vigne, comme beaucoup d'autres actifs, sur les 30 dernières années, les prix ont flambé. Donc, on va voir d'abord comment on achète une vigne, qui possède les vignes. Est-ce que c'est des grands groupes? Est-ce que c'est encore beaucoup d'indépendants? Comment c'est morcelé? Deuxième aspect patrimonial du champagne. Alors, là, il est plus sympa. J'ai envie de dire, quand on est français, on est tous un peu propriétaires de la marque Champagne, puisque on la porte tous en nous. On boit du champagne pour fêter, on boit du champagne à la naissance de nos enfants, on boit du champagne aux anniversaires. C'est vraiment notre patrimoine. Je crois qu'on se l'est vraiment approprié, et on défend le champagne quand on sort de nos frontières. Et troisième chose qui nous intéresse aussi beaucoup dans le patrimoine, est-ce que ça vaut le coup, comme pour le vin, d'acheter des bouteilles de champagne, de les mettre tranquillement à la cave en bonne conservation, et de se dire, dans 10 ans, miam miam, je vais aller vendre ça sur les sites spécialisés et je les vendrai bien plus cher que je les ai achetés. Donc voilà un petit peu mes 3 aspects patrimoniaux du champagne, et on va commencer, on va commencer par la vigne. Est-ce que c'est une bonne affaire? D'abord, est-ce que c'est encore facile d'acheter des vignes? Est-ce que c'est une bonne affaire? Qui possède les vignes? C'est encore des vieilles familles, ou c'est plutôt des groupes? Allez-y. Alors, il y a la vigne champenoise est un peu comme les grands crus de Bourgogne ou de Bordeaux. Ce sont devenus des investissements de coffre-fort. Ce ne sont pas des investissements de rendement. On a l'habitude de dire qu'en Champagne, le rendement est égal à 0,25% et qu'il faut traditionnellement 200 ans pour revenir dans ses frais. Donc, c'est typiquement un investissement de coffre-fort. C'est une réserve, et c'est vu comme cela par les grands groupes, dont le premier est LVMH, bien sûr. Je vous rappelle donc que le premier groupe mondial du luxe a son origine à Épernay. Et donc,
la plupart des grands groupes français, jusqu'à maintenant, possèdent, du monde de l'industrie de la boisson, possèdent des vignes et c'est considéré un petit peu comme un coffre-fort. Le prix de l'hectare dans mon village, par exemple, le prix de l'hectare dans la région, je vais être un peu plus global, et c'est ce qui va permettre aussi d'identifier les différences par rapport aux autres régions viticoles, se promène entre, on va dire, de 800 000 euros jusqu'à 1 800 000. 1 million, oui, 800 000 à peu près. Voilà un petit peu la fourchette de prix. Attendez, je vous interromps. C'est quoi la taille moyenne d'une exploitation en Champagne? On est comme en Bourgogne, c'est des petites exploitations ou c'est plutôt des grands? Petites? Toute petite exploitation, oui. Il y a 25 000 déclarants, c'est-à-dire qu'il y a 25 000 personnes qui font des déclarations de récolte et qui sont donc considérées comme propriétaires et exploitants. Je crois savoir que la taille moyenne de l'exploitation doit être aux environs de 1 hectare. Ce niveau de surface ne permet pas de vivre, donc ça veut dire que ce sont des personnes qui sont en double profession, des gens qui habitent à Reims ou même à Paris, par exemple, qui travaillent durant la semaine dans une entreprise et puis qui, le week-end, finalement, vont faire les vignes comme ils vont faire leur jardin. Avec 1 hectare de champagne, on ne peut pas vivre? Non, la limite est un petit peu au-dessus. Moi, j'exploite 1 hectare 8, donc j'arrive à en vivre. Mais au-dessous, ça devient difficile véritablement de faire ça à plein temps. D'accord. Mais là aussi, ça dépend aussi du cru, enfin de l'endroit où se trouve votre exploitation, de la réputation du village où vous êtes, etc. Donc j'ai la chance d'être originaire d'un grand cru, ce qui fait que ça me permet de vendre à la fois mon kilo de raisin et les bouteilles légèrement plus chères que si, par exemple, j'étais installé dans l'Aube ou dans la vallée de la Marne, près de Château-Thierry, en région parisienne. Donc ça, c'est aussi pour cette raison que mes 2 hectares me permettent de m'amuser, on va dire, parce que c'est ma seconde carrière, de m'amuser donc avec ces vignes. Sur le plan patrimoine des vignes, je pense qu'il faut surtout le voir donc comme coffre-fort, mais également, c'est vu par certaines entreprises internationales comme étant un plus dans le portefeuille. Et à ce titre, je vais citer le champagne des barons de Rothschild. Donc, les 5 familles internationales des Rothschild se sont associées pour la première fois depuis 200 ans, puisqu'ils pendant 200 ans, ils n'ont pas arrêté de se faire une compétition les uns avec les autres. Donc, pour la première fois, il y a une dizaine d'années, les 5 branches principales de la famille Rothschild se sont réunies et ont créé le champagne Rothschild. Donc, c'est une aventure tout à fait récente. Parce que pour eux, ça leur permet finalement d'être très cohérents avec les autres produits qu'ils font, notamment également dans le vin, dans le bordelais, mais aussi dans le monde du luxe. Voilà, donc c'est-à-dire qu'ils le savent que c'est un investissement qui ne va pas rendre beaucoup, mais qui va valoriser et qui va être cohérent avec leurs autres investissements financiers ou de luxe. Alors, on va garder le meilleur pour la fin et on va s'attaquer aux bouteilles de champagne. C'est un investissement, une bouteille de champagne. Ça a du sens d'acheter du champagne, de le stocker, de le conserver et de le vendre 10-15 ans après? Ça a du sens uniquement pour quelques raisons extrêmement rares. Il n'y a pas l'engouement et je n'ai pas vérifié ce qu'on peut constater dans les Bourgognes ou dans les grands crus de Bordeaux ou même dans certains grands crus italiens, par exemple, où effectivement, il y a des paris sur la valeur des bouteilles avec des fonds spécialisés sur la place de Londres et ailleurs. Je crois qu'il y a très peu de champagne qui intègrent ce genre de fonds et très peu de maisons qui sont aujourd'hui la cible d'une spéculation dans ce domaine. Je pourrais éventuellement citer, je pense, Salon, Krug, et je ne sais pas si une troisième maison serait digne, peut-être Dom Pérignon probablement également.
Mais Dom Pérignon, tout le monde est déjà dessus, donc je ne suis pas sûr qu'elle soit une pépite. Il y a une date limite pour consommer du champagne? Oui, elle va dépendre beaucoup du bouchon. Donc, contrairement au vin rouge de Bourgogne, vin blanc de Chablis ou du Bordelais, le champagne va durer techniquement moins longtemps puisque la pression qu'il y a dans la bouteille fait qu'il met beaucoup plus le bouchon à contribution. Celui-ci, tôt ou tard, va perdre de son élasticité, le gaz va s'échapper, une oxydation va se faire. Donc, c'est un produit qui est plus fragile que les vins tranquilles. Et c'est peut-être l'une des raisons, finalement, vous m'aidez Bernard, c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle il n'y a peut-être pas encore beaucoup de fonds d'investissement qui intègrent des champagnes. Je ne sais pas. Aujourd'hui, je rebondis sur une de vos réponses. Aujourd'hui, pour le champagne de qualité, on est toujours sur des bouchons liège ou il existe des composants techniques de nouvelles molécules qui commencent à petit le remplacer ou alors quelques prétendants qui pourraient le remplacer dans les années à venir? Alors, on est toujours dans le bouchon liège. La plupart, d'ailleurs, ce sont des bouchons liège avec une partie agglomérée en partie supérieure du bouchon et 2 ou 3 rondelles de liège, on va dire plein, massif, en contact avec le vin. Il existe déjà une évolution, notamment chez Becherel Belfond, par exemple, qui utilise un bouchon qui est en aggloméré complètement. Donc, c'est déjà une alternative à la tradition. Par contre, des molécules, des bouchons en matière plastique, je ne connais aucune maison qui, à ce jour, a fait le pas. Et maintenant, on passe au troisième aspect patrimonial et on va conclure avec ce troisième aspect patrimonial. Le champagne, c'est la France. Le champagne, c'est la France, oui. Et comment ce mariage s'est fait? Pourquoi avec le champagne et pourquoi pas avec d'autres vins, d'autres choses? Et pourquoi c'est tellement la France? Alors, historiquement, le champagne a suivi la même logique industrielle de l'effort. Au cours du 19e siècle, les gouvernements français ont souhaité construire petit à petit une industrie de luxe, mais pas seulement dans le vin. Il y a eu les manufactures de Sèvres, il y a eu des cristalleries, etc. Donc, il y a tout un tas d'industries qui ont bénéficié de la volonté du gouvernement français de créer une industrie de luxe pour venir en concurrence avec les Italiens ou les Flamands. Et je dirais que le champagne a fait partie, a pu de façon indirecte bénéficier, ce n'était pas volontaire au départ, mais a bénéficié de cela de façon indirecte. Au 19e siècle, c'était un vin qui était exporté, c'était déjà un vin de la mondialisation, c'est-à-dire que plus de la moitié, voire les 3/4 du champagne produit allait à l'exportation. Il allait à l'exportation notamment en Russie. Donc, c'est le premier vin mondialisé. On a beaucoup bénéficié d'un coup de main de Napoléon, en fait. C'est-à-dire que Napoléon avait adopté cette boisson et l'avait emmenée partout. À chaque victoire, il en buvait, à chaque défaite également. Il y a des mots fameux, d'ailleurs, qui en font référence. Alors que Louis XVI a à peine touché du bout des lèvres le champagne et Louis XIV ne savait même pas que ça existait. Donc c'est vraiment Napoléon qui a fait cela. Quand il est revenu et quand il a dû quitter Moscou, eh bien, il a laissé une habitude. Et les Russes ont très rapidement, au cours du 19e siècle, été le premier marché de l'industrie champenoise. Ensuite, c'est passé vers les Anglais. Et là encore, je pense que la compétition entre Napoléon et les Anglais n'est pas tout à fait étrangère à cela. Et puis, de façon très naturelle, ça s'est confirmé à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, lorsque Paris est devenu le phare du monde. Et quelle est la boisson qui était bue donc à Paris? C'était le champagne. Donc, il y a un certain nombre de facteurs de chance qui fait que le champagne, c'est devenu
véritablement un objet culturel représentant la France, alors que c'est le mousseux le plus petit au monde. C'est-à-dire qu'en termes de surface, à la fois en termes de surface et en termes de bouteilles, nous représentons que 0,4% de la totalité des mousseux bu dans le monde. C'est très, très, très petit. Mais par contre, le nom, lui, est connu par tout le monde. Eh ben pour 0,4%, vous vous démerdez pas mal. C'est pas mal. Alors pour parler de ça, juste une petite parenthèse. Aujourd'hui, la Champagne est responsable de la moitié de la valeur des vins et spiritueux, des exportations de vins et spiritueux françaises. C'est-à-dire que vins et spiritueux, c'est le champagne, tous les autres vins, les cognacs, les armagnacs, eh bien, la moitié de la valeur des exportations, c'est uniquement lié au champenois. Super, merci beaucoup Benoît, merci beaucoup pour ça. On vous reverra à la rentrée avec une surprise quand vous allez ouvrir un nouveau point, un nouveau lieu, un nouveau point. On ne va pas trop en dire aujourd'hui. Et je pense que vous l'ouvrirez avant que nous, on redémarre l'émission. Et ben, c'est pas sûr. On verra. Allez, on verra qui sera le premier de retour. Et en tout cas, on vous réinvitera, puis vous nous parlerez de ce lieu, de ce que vous voulez en faire, de ce que vous avez idée d'en faire. Merci de nous avoir rendu visite. À très bientôt. Merci pour l'invitation. C'est maintenant au tour de Myriam Waki, notre avocate préférée, notre avocate lisboète. Il va, elle aussi être interrogée par Maëlle et Julien. Ce soir, Myriam, vous allez nous parler du Airbnb portugais, l'Alojamento, qui est vraiment un nom que tous les Lisboètes connaissent parce que ça a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre ces dernières années. Et on va vous laisser démarrer, puis Maëlle et Julien vous poseront des questions si besoin en est. C'est à vous. Merci Bernard. Oui, alors effectivement, je pense que tout le monde a déjà entendu parler du Alojamento Local, qui a son sigle donc AL, où on voit les plaques sur les façades des immeubles, principalement à Lisbonne. Donc, juste pour vous faire un petit encadrement, un établissement donc AL, c'est un établissement qui fournit des services d'hébergement temporaire, donc ça c'est important, notamment à des touristes, contre rémunération. Et donc, il y a évidemment tout un régime juridique qui encadre cette activité. Il faut bien comprendre que c'est considéré, en tout cas au Portugal, comme une véritable activité commerciale, à tel point que pour pouvoir mettre son bien en location, dans le cadre de l'alojamento local, on doit au préalable ouvrir son activité commerciale avec le code d'activité spécifique qui est prévu dans ce cadre-là, auprès de l'administration fiscale. Et donc, on est ensuite soumis au régime fiscal d'un indépendant qui exerce une activité à ce titre. Il est important également de comprendre qu'il y a un régime juridique propre pour l'hébergement touristique, donc l'alojamento local, qui est vraiment bien distingué de tous les autres établissements touristiques qu'on appelle au Portugal les empreendimentos turísticos, qui sont les hôtels, les gros établissements et qui se distinguent de l'alojamento local par le fait qu'il y a tout un ensemble de structures, équipements et services complémentaires au simple hébergement. L'alojamento local, on le définit vraiment par un simple hébergement. On a donc plusieurs modalités qui sont prévues dans la loi pour l'alojamento local. Ça peut être une maison, un appartement, ça peut être également des chambres d'hôtes ou ce qu'on appelle les hostels, c'est quand même plus rare, ou simplement une chambre au sein d'un appartement ou d'une maison. Alors, comment on fait pour louer son bien en alojamento local au Portugal? On doit donc, comme je vous l'ai expliqué, d'abord ouvrir son activité. On peut le faire à titre individuel ou dans le cadre d'une société. On ouvre son activité auprès de l'administration fiscale et ensuite, on doit demander l'enregistrement du bien auprès de la mairie, donc territorialement compétente. Et cette demande, elle se fait obligatoirement par une plateforme en ligne qui s'appelle Balcão Único Eletrónico. Donc là, comme ça se fait en ligne, il faut ou avoir un certificat digital si on a o cartão de cidadão,
ou alors passer par un avocat ou un notaire ou un solicitador qui aura un certificat digital pour pouvoir faire la demande à votre place. Et donc, on envoie tous les documents nécessaires et dans un délai de 10 jours, on obtient une réponse, a priori positive, si tout est en règle, avec un numéro d'enregistrement qui sera donc le numéro qui est l'unique titre qui est valable pour pouvoir ouvrir au public l'établissement. Et c'est ce numéro qui devra être indiqué à l'intérieur de l'établissement, mais également sur toutes les plateformes où on va publiciter donc l'établissement. Je me permets de vous interrompre, Myriam. Maintenant que le paysage juridique est bien planté pour la location sur le Portugal, bah, comme vous le savez, sur la France, la location par plateforme, la location type Airbnb, elle est quand même très régulièrement sous les forges codines, que ce soit de l'administration fiscale, que ce soit des différentes mairies. Je lisais un papier, c'est Marseille qui entend limiter une location secondaire par propriétaire destinée à la location par plateforme, principalement par Airbnb. Est-ce que sur le Portugal, vous sentez depuis quelque temps cette même méfiance, cette même challenge, que ce soit par les autorités fiscales ou même tout simplement par l'équivalent des mairies, cette méfiance en vue de cette location meublée par plateforme? Alors oui, effectivement, depuis, ça fait déjà 2 ou 3 ans que le gouvernement portugais a pris conscience d'une nouvelle réalité en ce qui concerne justement la prolifération de ces locations courte durée au détriment des locations longue durée. Et donc, évidemment, au détriment des habitants du Portugal, mais principalement de Lisbonne, qui ne trouvaient plus de logement pour vivre, en tout cas à des prix corrects, puisqu'évidemment, moins de biens sur le marché en location longue durée, les prix augmentaient. Donc, le gouvernement a décidé de mettre en place un certain nombre de règles, déjà pour inciter les propriétaires à faire de la location longue durée, avec tout un tas d'avantages au niveau fiscal, lorsqu'on propose des baux à très longue durée, etc. Et ensuite, le gouvernement a permis aux mairies de tout le territoire portugais de mettre en place des zones de contention. Donc, vraiment pour essayer de limiter au maximum dans des zones qui sont vraiment problématiques, où il y a une très grosse prolifération des hébergements touristiques, de mettre en place ces zones de contention où on va pouvoir limiter ou interdire complètement l'hébergement touristique. Jusqu'à présent, seule la ville de Lisbonne a mis en place ces zones de contention. La ville de Porto avait commencé le processus pour le faire et ensuite, avec la pandémie, ils ont décidé d'annuler puisqu'évidemment, il y a eu un recul assez fort du nombre d'hébergements touristiques. Donc, ils ont décidé d'annuler. Mais en tout cas, à Lisbonne, ça fait déjà 2 ans que ces zones ont été mises en place. Et donc, on a 2 types de zones depuis 2019, c'est ça. Ça fait 2 ans. Donc, on a des zones de confinement ou de contention qu'on appelle des zones absolues et des zones de confinement relatif. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je rentre dans le détail, mais en gros… On va pas trop rentrer dans le détail, on va juste se concentrer sur ce que vous avez dit. Donc, si j'ai bien compris, Lisbonne a été coupée en plusieurs zones. Il y a des zones où c'est impossible d'avoir l'alloggiamento. Il y a des zones où c'est plus ou moins compliqué et il y a des zones où piece of cake, comme on dit. Ça se fait tout seul et il n'y a pas de restriction. Oui, voilà. Juste pour que vous compreniez, dans les zones de confinement absolu, effectivement, la règle, c'est qu'on ne peut pas obtenir de nouvelles licences. Il faut bien comprendre. Hein. Les licences qui existaient déjà avant la délimitation des zones se maintiennent. En revanche, on ne peut pas demander de nouvelles licences. Donc ça, c'est la règle, une interdiction dans les zones de confinement absolu, avec quand même une exception, enfin certaines exceptions, sur autorisation exceptionnelle de la mairie dans un certain nombre de conditions. Et pour les zones de confinement relatifs, là, on a également une interdiction. Enfin, les autorisations les champs d'autorisation sont plus larges, on va dire.
Ça, c'est D'accord. intéressant. Ça. Je crois comprendre aussi qu'il est difficile de transmettre, de vendre un bien, par exemple, avec la licence. Quand vous vendez un bien dans certaines zones, il faut racheter une licence. Alors, effectivement, c'est ça, le principe des zones de contention absolue, c'est qu'on ne peut pas transférer, en tout cas, on peut transférer le bien, transmettre la propriété du bien, mais à ce moment-là, la licence à elle est caduque. Et alors, avec ce système, donc je vais vous faire partager une réflexion, vous allez me dire ce que vous en pensez. Comme globalement, ce sont plutôt des particuliers qui possèdent ces licences. Donc, on a vu une professionnalisation et beaucoup de particuliers en ont 2, 3, 4, 5. Par définition, un particulier, il a une durée de vie limitée, puis il peut aussi avoir besoin d'argent pour restructurer son patrimoine, vendre et des choses comme ça. On va donc avoir le nombre de licences dans les zones ultra-touristiques dédiées aux particuliers qui va baisser. On va par contre avoir ces projets spécifiques où il faudra faire du logement social, du touristique en même temps, de la rénovation de bâtiments à haute valeur ajoutée pour la mairie de Lisbonne. Enfin, on va dire des projets d'envergure qui, eux, ne peuvent être faits ou menés à bien que par des groupes ou des grandes sociétés. Et on va donc avoir une ultra-professionnalisation, enfin peut-être, et c'est là que je voudrais votre avis, une ultra-professionnalisation du logement touristique qui va petit à petit passer des particuliers qui ont un petit peu ouvert et découvert ce Far West vers des groupes qui vont le structurer comme une nouvelle branche de l'hôtellerie. C'est votre sentiment aussi? Alors, je pense qu'effectivement, ça va être un mouvement qui est bien probable qu'il se réalise, qu'il se concrétise. On n'en est pas encore là. Je pense qu'on est encore vraiment beaucoup, et je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement, c'est pour des raisons fiscales. À l'heure actuelle, il est beaucoup plus intéressant d'exploiter un bien à logement local à titre privé qu'au titre d'une société. Parce qu'on a un régime fiscal avec une imposition très avantageuse où en fait, on a un coefficient de 35% qui s'applique sur l'imposition. C'est-à-dire qu'on est imposé que sur 35% de la totalité des revenus. Donc, ça reste beaucoup plus intéressant de le faire au niveau particulier. Maintenant, effectivement, il y a de plus en plus de sociétés qui se lancent dans cette aventure, mais il y a quand même tellement de limitations sur le nombre d'établissements qui peut être exploité par le même propriétaire. Dans certaines zones où aussi il y a des limitations, comme je vous l'ai expliqué, certains immeubles où on a la copropriété qui peut s'y opposer. Donc, ça reste quand même assez marginal pour l'instant. Je pense que les gros groupes vont quand même plutôt s'atteler à des structures comme des hôtels ou des grandes structures d'hébergement. Moi, j'ai une question. On voit qu'à Paris, par exemple, avec la crise du Covid, les Airbnb, ils n'ont pas fait recette du tout. Et du coup, il y a eu une affluence record de biens sur le marché locatif, donc avec des locations classiques. Déjà, est-ce que vous avez ressenti la même chose à Lisbonne? Et est-ce qu'au contraire, vous ne l'avez pas ressenti parce que c'est tellement avantageux l'alloggiamento que les clients préféraient pas louer, enfin les propriétaires ne préféraient pas louer que de louer en longue durée? Alors, c'est assez drôle le phénomène qu'on a vu à Lisbonne. D'un côté, l'année dernière, quand on était un petit peu dans le début de la pandémie, on a vu que les propriétaires résistaient quand même. Ils n'avaient plus personne qui venait, mais ils résistaient en se disant, bon, ça va passer, donc on attend. Et là, en début d'année, je lisais justement un article qui faisait justement la comparaison avec l'année dernière. Là, on a déjà le phénomène inverse, où on a de plus en plus de biens qui sont mis sur la location longue durée, parce que je pense que les propriétaires ne peuvent plus, de toute façon, ne peuvent plus assumer les coûts d'un appartement qui ne procure aucun revenu. Donc, ils sont en train de les mettre en location longue durée. Et à côté de ça, on a aussi beaucoup de biens qui ont été mis en vente, justement parce que les propriétaires n'avaient plus les moyens d'assumer le crédit, par exemple, à la banque ou quoi que ça. Mais encore une fois, c'est un phénomène très, très récent qui a vraiment quelques mois seulement. Est-ce que vous voyez venir? Pardon Maël et Julien de vous interrompre. Est-ce que le fait de mettre un bien dans une location longue durée vous fait perdre la licence? C'était ma question. Ben, bravo, les grands esprits. Pas du tout. Du tout. Non, ça ne la fait pas perdre. La licence, elle est octroyée pour le bien, mais ensuite, c'est la personne avec son activité commerciale qui va l'utiliser ou pas.
Donc, s'il ne l'utilise pas, elle se maintient. Ok, super. J'en ai fini, on a pris beaucoup de retard. Maël et Julien, vous avez une dernière question? Si vous avez une dernière question, allez-y. Oui, rapidement, on ne se refait pas. Moi, je suis fiscaliste de formation, donc où il y a des revenus, il y a forcément de l'impôt à payer. Et c'est vrai qu'en France, cette fois, c'est sûr, Airbnb déclare aux autorités fiscales administratives et administratives françaises que vous êtes hôte Airbnb sur Paris. Est-ce qu'il y a le même process et la même transparence au Portugal? Alors, du point de vue de l'administration fiscale, non, en tout cas pas à ma connaissance. En revanche, il y a une obligation d'indiquer la licence Allogement Local qu'on a obtenue lorsqu'on fait son annonce pour publier justement son établissement aussi sur le site Airbnb. À ma connaissance, il n'y a pas forcément de contrôle de la plateforme quant à l'existence réelle de la licence, mais en tout cas, c'est un champ qui est obligatoire pour pouvoir finaliser son annonce. En revanche, il y a au Portugal depuis maintenant des années, les systèmes de comptabilité sont officiels, dans le sens où les commerçants ont l'obligation d'utiliser un système de facturation qui est listé par le gouvernement. Donc, ils ne peuvent pas utiliser n'importe quel autre système. Et par ce biais, ce sont des systèmes qui sont intégrés et reliés entre le système et l'administration fiscale. Donc, je pense qu'à un moment ou un autre, il pourra y avoir un croisement d'informations entre ce que Airbnb va pouvoir déclarer au niveau de sa facturation et ce que les propriétaires auront déclaré au niveau de leur facturation personnelle. C'est un peu ce contrôle-là que je vois, mais sinon, directement, non. C'est sur ces bons mots qu'on va se quitter. On va se quitter pour mieux se retrouver en septembre. On va vous souhaiter un très bel été, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de belles choses. Et voilà, et vous dire à très vite, Myriam, pour d'autres interventions toujours aussi pertinentes. Bonne soirée, merci d'être venu, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est maintenant au tour de Sébastien Cosson. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Bernard, bonsoir à tous. Alors, on a beaucoup de retard, on s'en excuse Sébastien. On vous a vu bien écouter. Voilà. Comment vous avez trouvé l'intervention de Myriam? Très bien, mais je vais vous avouer que j'ai préféré l'intervention champenoise. C'est vrai. Voilà, j'ai même cru que j'allais intervenir juste après et que la transition serait délicate. Et voilà, je préfère le champagne. Voilà, j'avoue cette petite faiblesse. D'accord. Alors, justement, dans votre FCPR de non-coté, qui a été clôturé, n'est-ce pas? Vous avez rempli votre quota, vous l'avez clôturé, donc maintenant vous vous concentrez sur les investissements. Est-ce qu'il y a du champagne, du luxe à la française, des petites sociétés comme ça qui essayent de créer des choses? Alors, on n'a pas de champagne, mais on a effectivement des sociétés qui sont positionnées sur un savoir-faire haut de gamme à la française. Je pense à une marque qui s'appelle Patika, qui est une vieille marque française centenaire, qui a été reprise par des entrepreneurs français il y a quelques années et qu'on a accompagné pour la faire renaître, je dirais. Donc, c'est une marque de cosmétiques haut de gamme, de produits naturels, bio, et qui est vendue dans des parfumeries sélectives, une marque vendue mondialement. Donc ça, c'est typiquement une entreprise que l'on aime beaucoup, qui est basée sur un savoir-faire français, sur du luxe à la française. Donc, tout à fait. Alors, quand vous étiez venu au début de la saison pour nous parler de votre FCPR, donc FCPR sur du prêt et un peu d'equity aux entreprises, pas sur de l'immobilier, vous nous aviez expliqué que vous aviez des garanties de la Banque européenne en cas de chute ou en cas de faillite. Qu'en est-il aujourd'hui de ces garanties? Elles se sont toutes mises en place? Elles se sont mises en place avec à de plus forts niveaux que ce que vous espériez? Ce n'est pas encore complètement détaillé. Le sujet était un peu flottant en début de saison. Alors, le sujet, effectivement, c'est précisé dernièrement. Historiquement, on bénéficie d'une garantie avec le Fonds européen d'investissement depuis 5 ans maintenant, qui nous couvre à hauteur de 50% sur tous les investissements obligataires que l'on peut faire dans nos différents fonds.
L'année dernière, suite à la pandémie, une enveloppe d'assurance supplémentaire a été allouée donc aux fonds partenaires qui couvrait 80% des montants prêtés. Donc aujourd'hui, cette garantie de 80%, globalement, elle a concerné tous les investissements que l'on souhaitait garantir à ce niveau-là entre avril 2020 et le mois d'avril-mai 2021. Aujourd'hui, cette garantie a été revue, remodelée, et les investissements que l'on fera au cours des prochains mois et des prochains trimestres seront, eux, garantis à 70%. Donc voilà, historiquement, la garantie, le minimum de la garantie, de toute manière, il est à 50%. On a bénéficié d'une garantie à 80% pendant un an, et aujourd'hui, cette garantie est à 70%. Et j'en profite, parce que vous ne le savez pas, on a eu l'agrément AMF il y a quelques jours pour notre fonds rendement numéro 6. Donc, on a effectivement terminé la collecte du rendement numéro 5 le 31 mars, et on va pouvoir commencer la collecte du rendement numéro 6 dès cette semaine, puisqu'on a reçu les codes ISINO aujourd'hui. Donc, reste uniquement à terminer, je dirais, le bulletin de souscription. Et on va pouvoir débuter cette collecte pour les 6 mois qui viennent, puisque le fonds sera ouvert jusqu'au 31 décembre. D'accord. Et alors là, ce sera un fonds avec une garantie à 70% pour l'ensemble des lignes? Tout à fait, exactement. Oui. Ça, c'est déjà acté, c'est bouclé, c'est fini, c'est réglé. Alors, d'un point de vue strictement juridique, on reste sur une garantie entre 50 et 70%, puisque si le fonds était très gros, ce qui n'est pas notre volonté, hein, le dernier faisait 53 millions d'euros d'encours, on n'a pas vocation à lever davantage de capitaux, mais si le rendement numéro 6 venait à être très gros, eh bien, cette garantie à 70% sur les dernières lignes pourrait en fait être terminée. Et donc là, on reviendrait sur la garantie à 50%, la garantie historique. Mais logiquement, c'est une enveloppe de combien qui vous a été allouée pour la garantie à 70%? Alors ça, ce sont des informations confidentielles, mais on est sur plusieurs dizaines de millions d'euros de garantie à 70%. D'accord. Et alors, donc vous avez une garantie à 70% sur un certain volume, et si vous dépassez ce volume, vous avez une garantie à 50%, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est vous qui choisissez à qui vous affectez les 70 et à qui vous affectez les 50? Alors c'est les premiers rentrés qui auront les 70 et les derniers les 50? Alors, très clairement, ce sont les investissements qui bénéficient de cette garantie à 70%. Et tant que le budget d'assurance à 70% n'est pas épuisé, tous les investissements que l'on va faire au cours des prochains mois, des prochains trimestres, seront bien assurés à 70%. C'est uniquement quand nos investissements auront épuisé le quota d'assurance à 70%, à ce moment-là, on reviendra à 50%. Mais clairement, ce ne sera pas en 2021, et on va dire qu'à horizon 18 mois, on est assez serein. Donc, logiquement, tous les investissements des 18 prochains mois seront assurés à 70%. Et d'ici là, peut-être que notre accord avec le Fonds européen d'investissement sera encore modifié comme ça l'a été avec l'assurance à 80% et donc aujourd'hui 70%. Donc, c'est une assurance extrêmement forte qui permet donc de couvrir les investissements obligataires que l'on fait. Ça permet vraiment de réduire le risque de manière très importante, puisque je rappelle une chose, c'est que les entreprises nous versent des intérêts pendant une durée de 5 ans, qui est la durée moyenne de nos prêts, et que ces intérêts, en fait, ne viennent pas en déduction de la garantie. Ça veut dire qu'au terme des 5 ans, le risque sur une ligne obligataire qui est garantie à 70% est quasi inexistant, puisqu'aujourd'hui, les coupons sont de l'ordre de 5-6% par an. D'accord. Alors, on va quitter maintenant ce fonds-là et venir sur votre fonds immobilier. Alors lui, si j'ai bien compris, c'est un fonds ouvert, donc c'est un fonds que vous ne clôturerez pas. Oui, oui, tout à fait. C'est un fonds perpétuel. Donc là, vous avez commencé les investissements. Je suppose que ça se passe bien. Alors, on a plus que commencé, oui, puisque aujourd'hui, alors je ne veux pas dire une bêtise, mais on a financé 18 ou 19 programmes immobiliers. On est sur un fonds qui investit globalement à 75%. Et on a commencé, donc le premier investissement, c'était au mois de février 2020. Donc, ça fait presque 1 an et demi qu'on a commencé les investissements sur ce fonds-là. On est sur un fonds qui aujourd'hui fait 45 millions d'euros en termes de taille. Et on est sur un rythme de collecte d'environ 3 millions d'euros par mois sur cette stratégie. D'accord. Vous ne craignez pas d'avoir trop de capitaux? Non, ce n'est pas une crainte, c'est quelque chose que l'on regarde, effectivement, puisque si cet été, on devait collecter, par exemple, 15 millions d'euros sur les mois de juillet et août, je pense que notre équipe d'investissement à la rentrée début septembre serait peut-être un peu inquiète. Parce que volonté… Oui. Par définition,
Quand vous collectez et que vous n'investissez pas, on a un rendement à zéro, voire même peut-être un rendement négatif s'il y a un petit frottement avec les frais. Donc, chaque euro non investi vient réduire le rendement réel des investisseurs qui vous ont fait confiance. C'est ça? Oui, oui, tout à fait. Alors, on a une marge d'accord, importante. Hein. Si le fonds n'était investi qu'à 50%, la performance, toute chose égale par ailleurs, serait positive. Donc, effectivement, il ne faut pas que le fonds soit investi à 20%, auquel cas, là, les frais du fonds pourraient entraîner une valeur liquidative qui ne progresserait pas, mais on n'en est absolument pas là. Et la collecte, on la pilote. Hein. Là, il faut que ce soit très clair. Aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'il est impossible, parce qu'il faut rester modeste, mais il est très, très improbable qu'on collecte 10 ou 15 millions d'euros cet été, puisque toutes les souscriptions, on les voit passer. On travaille avec des partenaires qui nous font confiance. C'est une vraie relation de proximité. Et aujourd'hui, nos fonds ne sont pas référencés sur des contrats d'assurance vie grand public, où vous ne pouvez pas souscrire à nos produits, encore une fois, de manière anonyme. Donc, on a une vraie relation de proximité avec nos partenaires. Et si la collecte venait à être beaucoup trop importante, on ferait bien entendu passer le message pour que celle-ci ralentisse pendant quelques mois ou quelques trimestres si c'était nécessaire. Aujourd'hui, ce n'est vraiment absolument pas d'actualité. On a des choses qui sont à l'étude qui sont très intéressantes. Et on a 2 investissements quasiment certains sur le mois de juillet, dans le sud de la France et sur le Grand Paris. Donc, les capitaux que l'on collecte aujourd'hui sont bien investis, même si on a une poche de liquidité qui est effectivement significative. Mais à ce stade-là, si on a 25 ou 30% de liquidité sur quelques mois, ce n'est pas un problème. Vous avez une taille minimum pour les promoteurs que vous soutenez ou vous vous intéressez aussi aux petits promoteurs? D'abord, est-ce que vous ne faites que les promoteurs ou les marchands de biens aussi, vous les soutenez? Alors, en théorie, on pourrait soutenir des marchands de biens, mais dans la pratique, on est effectivement sur des promoteurs et des promoteurs d'une certaine taille. Donc, des promoteurs qui ont déjà une expertise, qui ont l'habitude de mener plusieurs projets de développement en même temps. Voilà. Alors après, on peut aussi financer des promoteurs un peu plus petits, mais ça reste très, très rare. Aujourd'hui, la taille de nos promoteurs, ce sont des promoteurs qui sont quand même importants. En France et aussi en Europe, j'irai encore plus en Europe, puisque pour rappel, on finance des promoteurs en Europe du Nord. On finance notamment un promoteur danois qui fait partie du top 3. Hein, donc, on est sur un petit Bouygues à l'échelle du Danemark. Voilà, ce sont des promoteurs d'une certaine taille au Danemark ou en Suède. Et vous avez un montant minimum d'engagement pour les promoteurs? Ça veut dire au Aujourd'hui, minimum, vous voulez prêter 1 million, 2 millions, 500 000? Aujourd'hui, le minimum, c'est 1 million d'euros. Un promoteur qui a besoin de moins d'1 million d'euros, ça c'est pas quelque chose que l'on va regarder. Alors, après, ça dépend. Hein, on n'est pas obtus par rapport à ces critères-là. Si le promoteur a un vivier de programmes en développement important sur les 24 prochains mois, on peut y aller progressivement. Mais en général, c'est minimum 1 million d'euros. D'accord. Vous êtes toujours sur un rendement cible autour de 7%? Oui, toujours, avec une distribution chaque année de 4%, voilà, pour un rendement total de 7% par an. D'accord. Et quand vous avez lancé ce produit, bon, vous avez décidé que les 3 premières années, il serait bloqué, que personne ne pourrait sortir, et qu'ensuite, chaque souscription devrait rester 3 ans à minimum. Est-ce que c'est quelque chose, un sujet sur lequel vous travaillez pour le faire évoluer et rendre votre produit encore plus liquide ou encore plus souple, ou vous pensez que vous êtes arrivé au bout de la liquidité et de la souplesse qu'on peut offrir sur un tel produit? Alors, sur ce type de produit, la liquidité est un vrai sujet et aujourd'hui, on a un produit qui nous semble avoir le meilleur compromis entre la performance, le risque relativement maîtrisé et la liquidité. Donc, effectivement, les capitaux sont bloqués juridiquement jusqu'au 31 décembre 2022, donc pendant les 18 prochains mois. À partir du 1er janvier 2023, les investisseurs peuvent décider de sortir quand ils le souhaitent. Par contre, s'ils n'ont pas détenu les parts pendant au moins 3 ans, il y a des pénalités de sortie anticipée. Donc, si effectivement un investisseur souhaite sortir avant ce délai de 3 ans, dès début 2023, c'est tout à fait possible. Par contre, là, les pénalités s'appliquent. L'objectif étant quand même d'inciter les investisseurs à nous faire confiance sur une durée d'investissement raisonnable. La durée d'investissement recommandée, c'est 8 ans, hein, même si, bien entendu, on peut sortir bien plus tôt, mais c'est un produit d'investissement de moyen long terme. Ce n'est pas un produit sur lequel on doit faire des allers et retours, puisque le sous-jacent étant de mon côté,
il y a un risque de fait de liquidité. Donc ça, c'est quelque chose que l'on regarde. Et aujourd'hui, avoir une liquidité plus souple que celle que l'on a, ce serait pas forcément adapté. Très bien. Merci beaucoup, Sébastien. Merci beaucoup pour ces éléments. Merci beaucoup d'avoir été régulièrement avec nous cette année. Merci de clôturer cette saison avec nous. Et bien évidemment, on vous retrouve comme partenaire à la rentrée prochaine, dès le mois de septembre. On vous souhaite un très bel été. Voilà, profitez bien, soyez prudents et à très vite. Bonsoir, Sébastien. Merci Bernard. À vous également. À bientôt. Et c'est maintenant au tour de notre fiscaliste, Maître Clément Rozan. Bonsoir Clément. Alors, Maître Clément Rozan a disparu. Clément, êtes-vous là? Alors, on ne trouve pas Clément. OK. Alors, ça va être à Grégoire. Grégoire est là. Il attendait son tour patiemment. Bonsoir à tous. Bonsoir Bernard. Alors, Grégoire, vous êtes un vrai habitué. On vous a vu pour les projets du jour, les projets de la semaine. On a vu passer des projets, une très belle accélération. Hein. J'ai noté dans on va dire dans le dernier mois, du 15 mai au 30 juin, une très belle accélération, des projets beaucoup plus gros que ce que vous aviez l'habitude, des 3 millions, des 4 millions, des projets qui se sont passés, j'ai envie de dire, comme une lettre à la poste. Hein. C'est vrai. Belle augmentation des volumes sur le mois de juin. Pas forcément du nombre de dossiers, mais vraiment, vous avez visé juste plutôt de la taille des opérations sur lesquelles on est intervenu. Donc, effectivement, on a fait plusieurs opérations de plusieurs millions d'euros. Donc, tout de suite, en termes de volume total, ça chiffre. Alors, il y a 2 ans, il fallait quelques jours pour collecter 400 000 euros et on mettait toutes les équipes sur le pont. Aujourd'hui, il faut quelques heures pour collecter 3 millions d'euros et ça se fait, allez, je ne veux pas exagérer, mais un peu la fleur au fusil. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire simplement de la prudence, hein, et on le répète à tous nos investisseurs, même s'il y a un engouement pour notre produit qui effectivement se place relativement rapidement auprès des investisseurs. Il ne faut pas oublier qu'il y a un certain nombre de risques, qu'il faut notamment diversifier ses investissements, ne jamais mettre son enveloppe dédiée à ce type de produit dans une seule opération et diversifier au maximum, commencer avec 5, puis rapidement monter à 10 lignes. Vraiment, c'est, on va dire, l'inconvénient de notre produit. Ce n'est pas un fonds d'investissement, on prête société par société et c'est clairement important pour nos investisseurs de diversifier sur différentes opérations, que ce soit des typologies d'opérations, marchand de biens, promotion, que ce soit des sous-jacents, donc qui peuvent être du résidentiel, qui reste notre cœur de métier, mais également, ça peut être de la logistique, des bureaux, de l'hôtellerie, du commerce, et également diversifier en termes de zones géographiques. Aujourd'hui, on propose des opérations en France, en Suisse, en Belgique et au Luxembourg, et ça permet de mailler, on va dire, ce territoire. Ok, donc plutôt de la prudence. Donc de la prudence, même si nous conservons toujours des critères très stricts de sélection. On recommande toujours d'investir de manière le plus diversifiée possible pour contrer tout risque d'une éventuelle défaillance d'une société. Donc, ok, on vous suit régulièrement, donc jusqu'à aujourd'hui, pas de défaillance, c'est ça? Zéro taux de défaut jusqu'à présent. On a du retard, c'est le risque principal de nos produits. 2 typologies de causes de retard. La première, c'est un retard dans la construction. Alors en ce moment, vraiment, notamment avec la crise de Covid, c'est ce qu'ont subi de plein fouet les promoteurs. Alors l'an dernier, c'était des problématiques d'organisation des équipes pour construire. Alors, limiter le nombre de personnes sur les chantiers, etc., ça a rallongé les délais. Et là, depuis 6-9 mois, c'est des problématiques d'approvisionnement. Sur beaucoup de matériaux qui viennent notamment d'Asie, c'est la rupture de stock, une explosion des délais de livraison de certains fournisseurs. Donc ça, c'est le premier risque de retard sur la construction. Le deuxième risque, c'est un risque de commercialisation. Est-ce que les prix se maintiennent et est-ce que sur ces prix de vente-là, les acquéreurs futurs trouvent toujours leur financement pour pouvoir acheter? Donc, il peut y avoir également des délais de retard. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas d'alerte. Les intérêts
les prêts continuent de produire des intérêts même en cas de retard. Ça concerne un peu moins de 15% des opérations financées qui ont dépassé le délai initialement prévu, mais sans warning. Très bien. Alors, moi, j'ai juste une petite question et après, ça sera au tour de Clément Rozan. Justement, ces produits qui viennent d'Asie et qui sont en retard, on a deux choses. On a non seulement des retards, mais on a aussi un renchérissement des coûts des produits et un renchérissement du transport. Est-ce que ça génère quelques craintes ou un suivi particulier sur des effondrements ou des effritements de marge, tout particulièrement pour certains projets qui viennent sur le marché avec des marges inférieures aux autres? Effectivement, il faut être très prudent. Le coût de la construction forcément augmenté. Donc, nous, on porte une attention particulière au budget, au devis de l'ensemble des travaux qui sont prévus dans les budgets qu'on reçoit. On demande également des marges, des aléas, des lignes d'aléas dans les bilans des promoteurs pour pouvoir également prévoir ce genre de situation. Et même avec, on va dire, cette prudence qu'on prend, il faut quand même que le promoteur réalise une marge suffisamment significative pour que ça passe nos grilles de scoring et qu'on puisse présenter l'opération sur la plateforme. Donc, vous avez raison. Alors après, est-ce que c'est un aléa court terme, moyen terme, parce qu'il y a eu un pic de demande suite à la fermeture des usines et aux réouvertures, et tout le monde a voulu des matériaux en même temps, et ça a généré cette rupture et ces hausses de prix court terme. Est-ce que ça va être maintenu dans le temps ou est-ce que ça va se stabiliser ou voire même retourner sur des prix qu'on avait en 2019? Bon, bah voilà, c'est à suivre de près dans les prochains mois. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Et à vous aussi, on va vous souhaiter un très bel été. Beaucoup de choses. Je pense qu'on va encore avoir quelques beaux projets avant vraiment qu'on ralentisse. Et on espère vous retrouver à la rentrée pour notre deuxième saison. Merci Bernard. Bonsoir Gérard, à très bientôt. Et c'est maintenant au tour de Clément Rozan qui a réapparu. Bonsoir Clément. Clément, il faut votre micro. Il faut déverrouiller votre micro. Voilà, c'est bon comme ça? C'est super, c'est super. On vous a retrouvé, on en est très heureux. Alors, on va finir en beauté avec vous. Pour la fin. Ouais, j'ai une question. J'ai un vieux compte à Luxembourg, en Suisse, je ne sais pas trop où, et ben, je ne l'ai jamais régularisé. Et puis là, on va voir trois personnes un petit peu différentes. On va voir tout de suite la première. C'est un compte qui est absolument pas significatif. J'ai 8 000 € dessus. Ça fait 7 ans, 8 ans que je ne l'ai pas touché. Là, je viens de recevoir une lettre recommandée de la banque qui me dit « Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Est-ce que vous êtes toujours vivant ?» Donc, si j'ai bien suivi, la cellule de régularisation, ça n'existe plus. C'est ça? Exactement. Par contre, Bercy existe toujours. Donc, moi, je me retrouve avec mon vieux compte. Je fais quoi? Je dois aller voir un avocat, j'envoie un message à Bercy, j'envoie un mail. Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Alors, avant d'envoyer un message à Bercy, il faut déjà voir quel type de contribuable tu es. Parce que pour régulariser la situation, il va falloir voir les impôts effectivement, mais tous les contribuables ne vont pas voir Bercy. Certains contribuables vont plutôt s'adresser à leur centre des impôts des particuliers. Les contribuables qui ont le droit d'aller voir Bercy, c'est ce qu'on appelle les contribuables à fort enjeu. Donc, c'est les contribuables qui soit gagnent plus de 2 millions d'euros par an, soit ont un patrimoine net supérieur à 15 millions d'euros. Donc, si tu es dans l'un de ces deux cas ou dans les deux, tant mieux pour toi, tu pourras t'adresser directement à Bercy. Si ce n'est pas ton cas, il faudra t'adresser directement à ton centre des impôts habituel, donc le centre dont l'adresse figure sur ton avis d'imposition, pour régulariser ta situation. Donc là, j'écris, je leur dis, messieurs, je suis désolé, je viens de me rendre compte que j'ai un vieux compte ouvert il y a très longtemps, je n'ai pas fait de choses. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je vous dois? Comment je dois faire? C'est ça? Alors, exactement. Eux, quand même, ce qu'ils vont te demander, c'est de rentrer dans un vrai processus de régularisation. Pour faire ce processus de régularisation, c'est un petit peu lourd, surtout pour un compte à 8 000 €, comme tu me l'indiques. Il va falloir qu'on regarde dans le rétroviseur pendant 10 ans. Donc, tu vas devoir aller… C'est 10 ans de rétroviseur à partir du moment où on régularise?
Exactement. Donc, une tout ce prescription. qui a été, donc là, on est en 2021. Donc, tout ce qui s'est passé avant 2011, ça ne les regarde plus, ils s'en fichent. Exactement, c'est prescrit. Voilà. Même les pires choses qui ont pu exister sur un plan financier, je n'ai pas payé les impôts, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas déclaré, c'est fini, c'est oublié? Exactement, ça c'est fini, c'est oublié. D'accord. Donc, par contre, ils ont un vrai droit de regard sur les 10 dernières années de fonctionnement du compte. Et en fait, ce que va faire l'administration, c'est qu'elle va te remettre dans la situation d'un contribuable vertueux qui aurait déclaré ce compte pendant 10 ans. Donc, tout ce qui va être intérêt, dividendes, plus-value, tout type de revenus qui ont pu transiter sur ce compte vont être imposés pendant les 10 ans. Donc, ça suppose de refaire 10 années de déclaration. Et le fait que je vais y aller spontanément les voir et leur dire, voilà, excusez-moi, je n'ai pas fait attention, ça va m'exonérer des pénalités, des amendes et de tout ça, ou je vais y avoir droit? Alors, pas automatiquement. Dans l'ancien monde, avec une cellule de régularisation, effectivement, le fait d'aller te déclarer spontanément auprès des impôts t'exonérait de certaines pénalités. Ça, c'était automatique. On avait une circulaire ministérielle, la circulaire Cazeneuve, qui avait été publiée, ça t'exonérait. Aujourd'hui, c'est au bon vouloir du service des impôts. Et j'ai envie de dire qu'il y a autant d'inspecteurs des impôts que de contribuables, donc tout dépend de l'inspecteur sur lequel tu tombes. À mon avis, avec la situation que tu as décrite, un compte avec 8 000 €, pas beaucoup de revenus dessus, quelque chose que tu n'utilises pas et qui était un peu dormant, tu n'auras pas de pénalité. Si c'est ta première déclaration, tu n'auras pas de pénalité. La situation ne va pas forcément être la même avec un compte, avec un volume, j'ai envie de dire, plus important, un compte qui a travaillé, sur lequel il y a eu des dépôts. Là, tu ne t'exonéreras pas de pénalité, malgré le fait que tu es régularisé spontanément. Après, tu n'auras peut-être pas les mêmes pénalités. Il y a quand même une gradation dans les pénalités en France. On peut avoir du 10%, du 40%, du 80%. Si tu vas te déclarer spontanément, et là, c'est plus l'expérience qui parle, encore une fois, il n'y a aucun texte qui le prévoit, ça, mais c'est plutôt une tendance des impôts. Si tu vas les voir spontanément, on va plutôt être sur du 40% de pénalité. D'accord. Si tu ne vas pas les voir et qu'ils t'attrapent, là, pour le coup, on va être automatiquement à 80% de pénalité. Il y a un texte pour ça, hein, le 1729-0A du Code général des impôts, qui nous dit que si un compte bancaire n'a pas été déclaré, 80% de pénalité. C'est noir sur blanc, et là, ça ne se négocie plus. D'accord. Alors maintenant, deuxième des choses. Je vais ajouter une précision là-dessus. Depuis 2020, on a quand même une conséquence qui est dramatique à une pénalité de 80%. C'est que si j'ai une base imposable supérieure à 100 000 € en droit, mon dossier est automatiquement transmis à ce qu'on appelle le parquet. Donc, mon dossier prend tout de suite une coloration pénale. Donc, si je régularise spontanément, à mon avis, ça, je ne l'ai pas parce que je suis plutôt dans de la pénalité à 40%. Si je ne régularise pas, j'ai toutes les chances de me retrouver au pénal pour les gros dossiers. Donc, avec plus de 100 000 €. Alors, justement, maintenant, on était sur un petit dossier, sur un contribuable, allez, on va dire à 90% de bonne foi et à 10% un peu négligent. Maintenant, on est sur quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Donc, cette fois-ci, Clément, ce n'est pas moi. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas respecté la loi, qui en a marre, qui a envie de la respecter, qui a envie de se mettre en règle et qui dit voilà, j'ai pas fait ça. Et alors, j'ai l'impression que je vous ai perdu, Clément. Non, moi, je suis là. Ah, d'accord. OK. Donc, il dit, j'ai pas fait ça. Et là, on est sur des gros enjeux. Donc, c'est un compte avec plusieurs centaines de milliers d'euros, plusieurs millions d'euros. Il y a eu des retraits, il y a eu des dépôts, il y a eu un peu de choses pas déclarées. Enfin, voilà. On est sur quelque chose de pas très joli et en tout cas, d'absolument pas légal. On va dire qu'on est en dessous de la limite de Bercy. Et donc, là aussi, même process, comment on y va comment ça va se passer? C'est exactement le même process, mais autant pour ton compte à 8 000 €, je pense que tu peux te passer d'un avocat, d'un notaire ou d'un expert comptable. Autant sur un dossier comme ça, ça peut être intéressant de te faire assister par un conseil qui te guidera et qui essaiera d'optimiser autant que faire se peut la situation. D'accord. Et donc là, mais par contre, là, les risques sont élevés parce que si on dépasse les 100 000 et avec les 80%, ça va vite, ça va automatiquement au parquet. Après, le parquet n'est pas obligé de poursuivre. S'il voit quelqu'un de bonne foi qui va payer ses impôts, qui va payer ses amendes, punition peut être suffisante. Le parquet n'est pas obligé de poursuivre. On note quand même une augmentation des poursuites en matière de pénal fiscal.
Et les comptes bancaires non déclarés importants, c'est quand même quelque chose qui énerve le parquet. Donc, ils ne sont pas obligés de poursuivre, évidemment. Ils ont un choix discrétionnaire là-dessus, mais sur les dossiers importants, ils poursuivront. D'accord. Je dis Et pas que alors, c'est sûr, j'ai mais- gardé le meilleur pour la fin. Et là, c'est Pompon. Ouais. Donc, il y a quelques années, quand c'était possible de régulariser, j'ai régularisé et je me suis fait garder un petit compte à gauche dans un vrai paradis fiscal bien caché aux Bermudes, aux Bahamas, dans un truc comme ça, ou à Dubaï. Voilà, par exemple, bien caché à Dubaï. Et là, avec les Dubaï Leaks et les papiers, ben, je sais que je vais être marron et je me dis, avant d'être marron et qu'ils viennent me voir, je vais les voir moi. Donc, non seulement j'ai régularisé, mais j'ai menti, j'ai pas tout régularisé, j'ai un compte, j'ai trop peur, j'en ai marre de jouer aux gendarmes et aux voleurs, j'y vais. Donc là, je vais voir un avocat parce que je me dis que c'est un peu lourd pour moi. Et mon avocat, il va me dire quoi? Alors, ton avocat, il va te dire que ta précédente transaction pourrait être annulée. Parce que pourrait être annulée ou va être annulée? Alors, ça dépend ça dépend quand est-ce que tu l'as conclu, cette transaction. C'est là plus ou moins de 3 ans. Mais si elle a moins de 3 ans, tu as de bonnes chances qu'elle soit quand même annulée, cette transaction, parce que les premières lignes de la transaction, c'est que je m'engage sur l'honneur à avoir déclaré l'ensemble de ma situation fiscale à l'étranger. Bon, premièrement, donc tu as un risque sur ton ancienne. Ça va être difficile d'éviter les 80% si tu n'as pas une bonne excuse pour ne pas avoir déclaré ce compte. Et je pense que tu n'as pas de bonne excuse pour ne pas avoir déclaré ce compte. J'ai oublié. Oui, alors c'est des situations qui peuvent exister dans des successions compliquées, notamment parfois il y a des comptes dans des juridictions et les bénéficiaires les ignorent. Dans ce cas-là, par exemple, si tu découvres un peu tardivement ce compte, là c'est une histoire qu'on peut entendre. Si c'est juste quelque chose pour pas tout régulariser, c'est plus délicat. Et là, ça va être une vraie négociation avec les impôts pour pas avoir les 80%. D'accord. C'est envisageable, hein, mais je pense que tu auras toujours une prime à aller les voir plutôt qu'à attendre qu'ils viennent te voir. C'est quelque chose qui s'est raréfié avec la négociation ou c'est quelque chose que vous côtoyez de manière encore très régulière? La régularisation? Non, enfin, oui, la régularisation sans passer par la cellule de régularisation. C'est-à-dire des gens qui viennent vous voir en disant « bon, j'en ai marre, je sais pas ». Alors, il y en a encore beaucoup, mais sur des juridictions un peu plus exotiques que ce qu'on voyait avant. C'est-à-dire que là, on voit beaucoup de Hong Kong, on voit beaucoup de pays comme ça. L'administration fiscale française a eu beaucoup d'informations avec l'échange automatique. Du coup, tous les comptes qui n'ont pas été régularisés, ceux-là, pour le coup, l'administration a les informations. Elle a envoyé beaucoup de courriers cette année aux titulaires de comptes et il va y avoir une nouvelle vague de régularisation, à mon avis. D'accord. Et avec ce qui vient de se passer à Dubaï, le vol de données, l'Allemagne qui récupère des données et tout? L'Allemagne qui a transmis les données à la France, surtout. C'est fait? C'est déjà transmis? C'est transmis. D'accord. Transmis et ils ont le droit, a priori, de les exploiter. Puisque c'est ça, puisque la France ils n'ont pas été volés par la France, ils ont été achetés par la France, c'est ça? Ils n'ont même pas été achetés par la France, ils ont été donnés gracieusement par l'Allemagne. Donnés gracieusement par l'Allemagne. Exactement. Alors, pour le moment, on a assez peu d'informations sur le Dubaï Leaks. Je ne sais pas quelle banque est passée dedans, je ne sais pas combien il y a de Français sur la liste. Donc, je n'ai pas beaucoup de recul, mais si c'est une affaire de type HSBC, oui, ça risque de faire un peu de vague. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Clément, merci beaucoup d'avoir été avec nous de manière régulière toute cette saison, toute cette année. On va vous souhaiter un très bel été et vous donner rendez-vous en septembre prochain pour une prochaine émission et on en saura peut-être un petit peu plus sur le Dubaï Leaks. Voilà, c'était notre dernière émission. On a fait exprès, on a une demi-heure de retard, c'est savoureux. On n'est pas à l'heure, on en a profité, on a dit tout ce qu'on avait à dire, on a fait venir beaucoup de gens qu'on apprécie, beaucoup de gens qu'on aime, beaucoup de gens qui ont des savoirs extrêmement intéressants, extrêmement pointus à partager. On vous remercie tous, ça a été un vrai plaisir, je le redis, d'être avec vous toute cette année, une vraie expérience pour nous, très positive. La French Radio est fière de vous avoir eu comme auditeur et bien entendu va réouvrir son antenne pour cette émission dès le mois de septembre prochain et il y aura toute la programmation spéciale d'été. Bonsoir, merci à tous d'avoir été avec nous. À très bientôt, à très vite. Passez un très bel été. Au revoir à tous. La French Radio, Portugal.